bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et avec Olivier de Scooter, chaque jour de la semaine, en quelques minutes, nous vous expliquons comment débuter, progresser et enfin performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur l'épisode de mercredi 17 mars. À mes côtés, comme d'habitude, Olivier. Salut Olivier. Salut Hermano, bonjour à toutes et à tous. Hier, nous avons parlé de ton nouveau vélo qui est un contre-la-montre, qu'on appelle aussi un vélo aéro, tout simplement parce que c'est un vélo qui permet d'avoir une position beaucoup plus aérodynamique et donc de gagner en performance. Moi, j'ai quand même une question. Pour ceux qui m'écoutent dans le podcast de Nakan, vous devez savoir que je suis le clown de service, je suis celui qui pose toujours les questions bêtes, mais qui finalement permettent de rentrer dans des débats. Donc Olivier, ma question à toi aujourd'hui, c'est qu'est-ce que l'aérodynamisme ? L'aérodynamique, c'est une branche de la dynamique des fluides qui va étudier les écoulements d'air et leur effet sur des objets, des éléments solides. Donc bon, ça c'est une définition un petit peu théorique, on va dire. On entend souvent dire que au plus un objet est aérodynamique, qu'on parle d'un vélo, un casque ou même un cycliste, au moins il va présenter une résistance à l'air. Mais comment est-ce que ça fonctionne ? Et donc c'est ça qui va être intéressant. Et c'est ce que je vous propose d'aborder aujourd'hui. Selon la forme de l'objet, on va avoir ce qu'on appelle une traînée. Dans la traînée, c'est ce qui est créé alors que l'objet traverse l'air. Donc l'air, c'est quoi ? C'est un mélange de gaz qui est composé de molécules. Et donc, c'est des molécules qui sont très faiblement liées. Dans un solide, on va avoir des molécules qui sont très fortement liées. C'est pour ça que l'élément est solide, donc il va pas changer de forme facilement. Le liquide, c'est les molécules qui sont un petit peu plus dispersées, et l'élément gazeux, les molécules le sont encore plus. L'air, finalement, c'est une substance qui va pouvoir se décomposer et en tout cas changer de forme très 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 rapidement, se déformer exactement. Notre objet, quand il se déplace, il va faire bouger ces molécules. Et ça, c'est ce qu'on appelle la traînée. En anglais, on parle aussi de drag. C'est peut-être un mot qui vous est un petit peu plus familier, ou en tout cas dont on entend plus parler en aérodynamique. Et donc, ce qu'il faut savoir, qu'il y a deux types de traînées. Il y a d'une part la traînée de frottement, ou aussi appelée traînée de friction, d'une part, et puis d'autre part, on a la traînée de forme ou traînée de pression. Il y a deux appellations. Donc, sans rentrer trop dans les détails, l'idéal c'est de trouver le meilleur coefficient, donc le meilleur ratio entre les deux types de traînées. Et donc ça va être en fait la surface totale de l'objet et la longueur de l'objet. Donc grosso modo, comment ça fonctionne ? La traînée de pression, c'est le fait que quand on avance un objet dans l'air, on va venir accumuler de la pression vis-à-vis de vis-à-vis de l'air, donc vis-à-vis de ces molécules de gaz. Et donc il y aura une pression plus importante à l'endroit où l'objet se sera avancé. Par contre, à l'arrière de cet objet, donc là où l'objet était auparavant, là on va avoir moins de pression. Et donc du coup ça c'est ce qu'on appelle la traînée de pression. Et en parallèle, on va avoir la traînée de friction. Donc ça c'est au plus un objet va être long, au plus on va avoir de la friction tout au long de l'objet quand l'objet est en train de se déplacer dans l'air. Donc c'est pour ça qu'on va souvent retrouver les mêmes formes quand on parle d'objets aérodynamiques, que ce soit pour un avion, pour une voiture, pour un casque de vélo. On va retrouver cette forme un petit peu de goutte horizontale qui sera assez profilée, donc en général avec une partie plutôt arrondie vers l'avant et qui va terminer un petit peu en flèche au niveau de l'arrière. À vélo, on va pouvoir gagner en performance avec justement certains objets qui auront des positions plus ou moins aérodynamiques. Et donc ça c'est... excuse-moi, mais autant un casque de vélo aéro, je vois bien la forme de goutte, autant des avions en forme de goutte, j'en ai pas encore vu beaucoup. En fait, si tu regardes bien un avion, tu vas voir que la forme, donc l'avant sera un petit peu plus arrondi, et à l'arrière, si tu regardes systématiquement, est-ce que tu as déjà vu la queue d'un avion ? Oui. La queue d'un avion, c'est pointu en fait. Enfin, c'est pointu. En tout cas, ça a tendance à se rétrécir beaucoup plus. Puis on voit aussi sur l'avant des avions et surtout les gros porteurs cette espèce d'excroissance en haut du cockpit à l'avant qui permet, qui rappelle vraiment cette goutte, cet effet de goutte. Il faut voir ça plus l'avion dans son ensemble que
petit morceau par petit morceau. C'est-à-dire que les petits avions que les enfants dessinent souvent sont pas très aérodynamiques parce que c'est juste des lignes droites. Ça dépend des enfants, ça. Chacun son sens de l'observation. Tout à fait. Bon, excuse-moi, je t'ai coupé. Donc tu disais que c'est pour ça qu'on va avoir des objets qui vont plutôt avoir la forme d'une goutte et qui vont être plus ou moins aérodynamiques, notamment les casques de vélo. Non, exactement. Donc pour justement éviter cette traînée et avoir une meilleure pouvoir se déplacer dans l'air à moindre effort. Et donc pour mesurer la différence en fait d'aérodynamique, on va parler en termes de watts économisés. Donc de puissance économisée finalement. Donc comme on l'a vu hier où je t'ai posé cette fameuse question quand tu nous parlais d'économiser jusqu'à 100 watts, est-ce que ça voulait dire que à puissance égale on va développer 100 watts de plus ou alors à puissance égale, donc à une puissance égale développée, ça nous demandera moins d'efforts? Oui, exactement. Et donc ce critère d'aérodynamisme, il sera plus ou moins important selon notre vitesse. Donc on en parlait effectivement hier. Donc à titre d'exemple, un vélo de contre-la-montre peut nous faire gagner à du 30 km/h, on est à une vingtaine de watts, mais si on roule à plus de 45 km/h, eh ben on va gagner jusqu'à plus de 100 watts. Donc c'est ce qu'on disait hier aussi. Et donc sur un format Ironman, pour qu'on ait une petite idée, parce que finalement c'est vrai que les watts, la puissance, ça parle peut-être pas à tout le monde. Sur une distance Ironman, ça peut présenter plus de 20 minutes gagnées. Ce qui n'est pas négligeable. Alors on rappelle que sur Ironman, on parle de 180 km de vélo à 2-3 km près. Hein. On a toujours parfois des parcours qui sont un peu plus longs. Et puis moi je pensais à une chose, on y gagne aussi très certainement parce que la position du vélo fait que on est assis d'une manière plus aérodynamique, donc beaucoup plus couché. Donc dès lors qu'on aura une musculature adaptée, qu'on se sera entraîné comme cela, qu'on aura un gainage suffisant, eh bien on aura peut-être aussi une meilleure poussée au niveau des jambes, mais ça c'est peut-être un sujet qu'on abordera dans le thème de vendredi et notamment sur l'étude posturale. On parle vraiment ici d'aérodynamique. Ça ne veut pas dire pour autant que juste un vélo contre la montre permettra uniquement ce gain d'aérodynamique. On peut tout à fait rajouter des prolongateurs sur un vélo de route et gagner déjà, alors j'ai pas de chiffre en tête, mais je pense que la majorité en tout cas du gain en termes de puissance économisée, on va pouvoir le gagner avec tout simplement des prolongateurs. Donc la position finalement du cycliste sur le vélo est plus importante que le vélo en tant que tel, en termes d'aérodynamique. Après, effectivement, il faut voir que l'aérodynamique peut être très 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 avantageux dès lors qu'on atteint une certaine vitesse. On parle aussi souvent des roues pleines, dont le nom exact est roues lenticulaires. Là aussi, on est sur quelque chose qui va permettre d'améliorer l'aérodynamique du vélo. Potentiellement, on va jouer un petit peu sur l'aérodynamique, mais je pense que ça va aussi beaucoup jouer sur la force d'inertie, qui est peut-être encore une notion supplémentaire. C'est-à-dire que une roue qui est en mouvement, donc au plus la roue sera pleine ou au plus les jantes seront profilées, au plus on va gagner en inertie. Et donc la roue va mettre plus de temps à tourner jusqu'au moment où elle s'arrêtera. Donc forcément ça va nous faire gagner aussi en puissance économisée, qu'on appelle des roues aéro. Ça va nous faire gagner aussi quelques watts. Si on prend pour avoir une petite idée de ce que ça représente. Alors encore une fois, il y a énormément de critères à prendre en compte. Donc ce que je vous dis, il faut vraiment le prendre ici avec des pincettes. Mais si on roule entre 45 et 50 km/h, ce qui est déjà très rapide, hein, on peut le dire, de manière constante en tout cas, avec des roues aéro, typiquement, on va pouvoir gagner 8 watts par exemple, en moyenne. On l'a dit, avec le vélo, on pourra gagner jusqu'à 100 watts, mais il y a encore d'autres éléments qu'on peut prendre en compte, par exemple le casque. Avec un casque aéro, on a plusieurs types de casques encore une fois, mais avec les casques les plus aéros, on peut gagner jusqu'à 10 watts. Ouais, alors je voulais revenir quand même juste sur l'histoire des roues aéro et surtout des roues pleines. Pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de tester, effectivement, l'inertie va faire que on va gagner en puissance. Donc le vélo va à puissance développée égale aller un peu plus vite. Par contre, il faut quand même pas oublier que ces roues pleines ou semi-pleines, là on est plutôt sur des roues aéro où on a une hauteur de jante assez importante, elles ont aussi une prise au vent puisque quand on parle d'aérodynamisme, on parle pas que de vent exactement de vent de face ou exactement de vent arrière, il y a aussi parfois du vent de côté et là il faut le prendre en compte suivant le type de parcours et suivant les conditions climatiques qui sont annoncées, parce que je peux vous assurer que une roue semi-pleine ou une roue pleine, quand on a 50 km/h de vent latéral, on va
va perdre beaucoup plus d'énergie à essayer de redresser le vélo et à rester dans la ligne que de puissance gagnée par rapport à ces éléments d'aérodynamique. Et pour revenir du coup sur les différents éléments qui vont nous faire gagner encore quelques watts, il y en a un effectivement que j'ai pas cité, c'est simplement la trifonction. Et oui. Devine, Hermano, combien de watts peut te faire gagner une trifonction? Je dirais jusqu'à entre 10 et 20. Ouais, on est à 10 watts. Là, on parle uniquement de la trifonction sur la partie vélo. On parle pas de l'hydrodynamisme que l'on peut gagner aussi sur la partie natation. Non, là, on parle en watts. Donc les watts en natation, c'est quelque chose qu'on n'est pas encore en mesure de mesurer. Ce sera peut-être le cas un jour, hein, j'imagine. Mais non, ici, effectivement, on parle vraiment de la partie vélo. Mais donc, si on roule à plus de 45 km/h, enfin à 45 km/h, on peut gagner 10 watts avec tout simplement une trifonction avec des manches, hein, bien entendu. Donc c'est vraiment ça qui va nous faire gagner en aérodynamie, puisque le textile, en tout cas certains textiles, sont plus aéros que la peau, tout simplement. Pour reprendre certaines courses, notamment des étapes du Tour de France, on voit souvent les gars qui pendant les étapes longues, mais deux groupes prennent le départ en maillot à manches courtes et puis en cuissard court. Par contre, quand il y a des étapes courtes de contre-la-montre et avec des départs espacés, où là les gars roulent seuls, eh bien on les voit dans une espèce de combinaison pleine, aussi lisse que la peau d'un bébé, voire même peut-être encore plus. Tout ça dans le but de gagner en aérodynamisme et donc de s'économiser, ou alors plutôt la puissance économisée pour ne pas lutter contre les éléments et notamment le vent, eh bien vont leur permettre d'aller encore plus vite et plus fort. Exactement. Et c'est d'ailleurs pour ça que certains organismes comme l'UCI par exemple réglementent justement la hauteur des chaussettes chez les cyclistes professionnels, puisque c'est effectivement un critère qui va donner plus ou moins d'aérodynamique aux cyclistes et donc un avantage par rapport à d'autres. Très beau sujet que l'aérodynamisme. Je pense qu'on pourrait encore en débattre pendant des heures. En audio, c'est un petit peu difficile parce que ça mérite quand même quelques schémas. Donc, ce que je vous proposerais, c'est d'agrémenter les épisodes, enfin d'agrémenter les notes de cet épisode avec quelques schémas et avec quelques sources du travail effectué par Olivier. Comme tu le dis, je pense qu'on pourrait encore parler de beaucoup de choses au niveau de l'aérodynamisme. Maintenant, on a un sujet qui est quand même assez vaste cette semaine, puisqu'on a décidé de parler du vélo de manière générale. Donc, je te propose peut-être de passer au sujet suivant demain. Eh ben c'est parfait. Je te dis donc à demain, et demain on verra l'entretien du vélo. Bonne soirée à toutes et à tous, et puis à demain. Bonne soirée, ciao. Vous avez apprécié cet épisode? Alors taguez ohana_tri sur Instagram, et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast. C'est quoi cette tête? T'as oublié d'enregistrer? Non, j'enregistre, mais j'ai eu une petite frayeur. Ah. Ça enregistre. Ouf, ça va.